Mais on peut aller juste un poil plus loin, c'est-à-dire que nombre d'entre nous, alors je ne sais pas toi, mais enfin nombre d'entre nous sont arrivés à devenir, à être les partenaires de certaines personnes qui sont allées enregistrer. Il y a une reconnaissance de la part de maîtres, entre guillemets, vers des élèves. Et voilà, on a pratiqué la musique, moi de longues années avec Manuel Kerjan, moins avec Eugène Grenelle, mais c'est arrivé aussi, que j'appréciais beaucoup, et avec d'autres chanteurs de Pulawen. Voilà, donc on est quelque part, au bout d'un moment, la position d'apprenti, elle est digérée, et on devient partenaire musical. C'est quelque chose qui, quand on demandait qu'est-ce que ça a pu changer, ben voilà, ça change ça. Ça change qu'il y a un moment donné, d'apprenti, on devient exécutant, voire par la suite maître aussi, quoi. Excuse-moi. Oui. Quelqu'un a parlé au QG, même qu'est-ce qu'un bon chanteur? Hinderboer de Gastenton. Voilà. Oui, mais ils ne sont pas foutus de donner une définition. Ah ben oui, mais ça, on verbalise pas comme ça. Non, mais j'ai posé plusieurs fois à plusieurs chanteurs la question, qu'est-ce que c'est chanter faux? Alors, là, parce que aujourd'hui je travaille là-dessus, mais je travaille déjà là-dessus sur les histoires de hauteur et de tempérament. Et la réponse la plus complète que j'ai eue a été celle de Manuel Kerjan. Chanter faux, il y a différentes manières de chanter faux. On peut être faux sur le rythme, on peut être faux, on peut se tromper dans les paroles. Je dis oui, ça c'est se tromper, c'est la chose. Oui, enfin, il y a plusieurs manières d'être faux. Voilà. Personne ne m'a jamais dit celui qui est faux, c'est celui qui ne chante pas les notes à la bonne hauteur, au bon niveau, puisqu'on disait niveau. Parce que là aussi, il y a tout un vocabulaire qui est lié à la description du chant qui est pas facile, qu'on ne peut mettre en application qu'avec des chanteurs qu'on va rencontrer souvent de fois, parce que c'est pas facile dès le début d'avoir le même terme, et de savoir, il faut comprendre de quoi on parle, et chacun a un vocabulaire différent. Voilà. Tout d'un coup, tu as une réflexion quand même, celui-ci, il braille quand même. Ah oui, alors, il y a on analyse Lors Roger, il yoyote. Roger, il yoyote. Oui, parce que quand il chante, il va là, donc ça s'appelle yoyoter. Voilà, je viens de vous apprendre un terme d'analyse. Donc vous voyez, on arrive à faire des analyses. Tel autre chanteur que je ne citerai pas parce que j'ai des amis qui sont dans sa famille, je dirais pas, dit ah oui, lui c'est pas un mauvais chanteur, mais il a une grosse voix. Donc il chantait bas. Et donc les gens préféraient les voix claires. Une voix grasse. Voilà, donc il y a une grosse voix, une voix grasse. Donc voilà, on a quand même des analyses sur le style, sur la couleur, etc. Faut les chercher parce qu'on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas des années Il y a de l'éloquence. Voilà, oui, il a de l'éloquence. C'est différent si quelqu'un chante que quand on est copain ou si on chante à danser. Parce que si on chante à danser, c'est quelqu'un qui a une voix qui porte, qui est appréciée, justement. Alors le chanteur dont je te parle, là, qui avait une grosse voix, c'est un chanteur à écouter. Voilà. Daniel souhaitait réagir et puis après... Oui. Alors, le temps file malheureusement bien plus vite qu'on ne voudrait. Il y a un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, on l'a abordé en filigrane, la question de la transmission et de la conscience ou pas au début de vos enquêtes, de déposer, de faire quelque chose. Alors là, je pense aussi qu'il y a eu des structures associatives qui ont été importantes. Et puis en même temps, on l'a bien vu, il y a des contraintes matérielles qui faisaient qu'on écrasait, etc. Et financières, voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi aborder un petit peu plus cette question? Mais d'abord, la parole à Denis. Donc, juste pour répondre à Eric, chez moi, dans la région de Saint-Brieuc, yoyoter, c'est perdre la tête. Oui, chez nous aussi. Ouais, c'est toi pour aussi. ça que je suis Ouais. présenté en citant ce terme-là. Oui. Mais je pense que chez nous aussi. Oui. Sauf dans ce cas-là. Sauf pour Lors Roger. Oui, d'accord. Alors, que faire de ces enregistrements? Est-ce que c'est une question qui, pour les uns, pour les autres, était présente au début de votre parcours, et à quel moment il y a eu conscience ou pas de l'importance, non pas seulement de récupérer les airs, de les apprendre et de les jouer, mais aussi voilà, que ça continue après, qu'on puisse y avoir accès, qu'on puisse en faire quelque chose, qu'on puisse les valoriser de différentes manières. Certains ont déjà présenté des exemples de valorisation qui ont été faites. C'était un peu l'enjeu du costume, ça.
dès les Oui, tout à fait. premiers mois, Bien sûr. après avoir enregistré des chants à danser et appris des chants, nous avons commencé à faire des publications sur feuilles volantes. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, au mois de mai 68, j'en ai fait un carnet de 50 chants pendant la grève. Et après, tous les 5 ans, j'ai fait un autre carnet. Et entre-temps, Dastum avec Patrick, nous avons fait le Dastum numéro 4. Voilà, c'est parti tout de suite. D'abord au cercle local, puis avec Kendall, qui a pris très rapidement nos danses sans que nous étions même assez préparés. Bon. Là, on parle pas mal de l'importance de Dastum, mais on peut peut-être revenir aussi aux origines de cette réflexion à Dastum. Quand est-ce que ça commence Dastum a commencé et d'autres avant d'être structures créé, aussi. A commencé avant d'être créé. C'est-à-dire que déjà, à Paris, avant que je parte à l'armée, on parlait entre nous, entre copains, de la nécessité. Et puis on avait commencé à faire du collectage pour nous. Donc je parle des années 63, 64, quoi. Hein. Dans cette perspective de faire C'était pas formalisé, mais on éprouvait le besoin de faire du collectage, oui, avec un souci patrimonial, oui, sans pour autant avoir encore imaginé une organisation particulière. En fait, c'est venu après avec le temps, c'est-à-dire que moi, j'ai quitté Paris, je suis allé à la Flèche pendant 5 ans. Dans le même temps, Daniel Lermine était venu travailler à Angers. On continuait à s'échanger des bandes. Il y avait des copains de Daniel à Caen qui étaient tombés sur Magadur. Et donc, on s'était mis à aller enregistrer Magadur. Alors, c'est quand même un beau moment, quoi, avec un sonneur traditionnel qui était encore en pleine possession de ses moyens, quoi, hein, ça. Et donc, on s'échangeait nos bandes entre nous. Au bout d'un moment, c'est devenu un vaste bazar. On ne savait plus qui avait des copies de quoi. Enfin, et là, vraiment, on a éprouvé le besoin de lancer Dastum en 72, quoi, hein. De façon à... Alors, en même temps, c'est vrai que c'était le démarrage d'après Stivell, quoi, hein, où il y avait tout un tas de groupes musicaux qui démarraient. Et la plupart croyaient qu'il suffisait de s'appeler Ornoz ou Arméné ou je sais pas quoi pour faire de la musique bretonne. Et en fait, ils faisaient simplement de la copie d'une mauvaise écoute de Stivell ou de Trian ou de voilà. Donc, nous, ça nous faisait un petit peu mal aux oreilles alors qu'on faisait du collectage auprès des porteurs de tradition, quoi, hein. De voir que cette distorsion qu'il pouvait y avoir entre les nouveaux groupes qui n'avaient pas de référence et puis ce qu'on était en train de faire, quoi, hein. Et donc, on a éprouvé le besoin d'une part de dire il faut qu'on regroupe tout ce qu'on peut regrouper de façon à apporter des références. Après, les gens, ils écoutent ça, ils en font ce qu'ils veulent, mais au moins qu'ils aient accès à un document qui est un document de référence. Et puis, dès le début de Dastum, alors ça, on peut reprendre les documents d'origine, hein, l'idée comme je disais tout à l'heure, recueillir donc l'action patrimoniale de cueillette et de conservation, analyse et puis diffusion, quoi. On a démarré la diffusion immédiatement. Alors avec les moyens du bord, encore une fois, on n'avait pas un sou, hein. Donc ça donne les premiers cahiers qui aujourd'hui ressemblent à rien, quoi, quand on voit ce qu'on sort. Mais à l'époque, ça a été considéré comme déterminant, quoi. Enfin, oui. Diffusion et mise à disposition. Et mise à disposition, oui. C'est surtout ça, parce qu'il y en avait d'autres qui collectaient avant et qui n'ont jamais mis à disposition. Mmh. C'est important de savoir ça aussi. C'est pour ça que Dastum est né, en fait. Par carence de ceux qui... Oui, de mise en commun, échange, enfin... Et là, ça a été la discussion pendant longtemps de savoir si la totalité des archives devait être mise à disposition de tout le monde ou pas. Ouais. Voilà. Question dure.
Est-ce qu'on doit les mettre à disposition toutes ou pas? Est-ce qu'on doit faire payer l'écoute ou pas? Ben oui, mais on n'a pas d'argent. Ben oui, non, mais on l'a eu gratuitement, donc il n'y a aucune raison de faire payer, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Le débat sur la notation musicale, c'est un truc qui nous a travaillé pendant longtemps. Hein, et la notation musicale est toujours une trahison X fois. Une trahison par celui qui note, qui ne peut pas noter ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les nuances de style, de manière de chanter, etc. Et une trahison par celui qui lit, qui va réinterpréter. Et si lui-même n'a pas tout un background, toute une culture, en fait, dans les oreilles, bah, il va sortir n'importe quoi. On fait lire une partition de musique traditionnelle notée par le meilleur musicien possible, et si on le fait chanter par un chanteur classique, il va sortir une nullité, quoi. C'est normal, on n'est pas dans les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes références, donc on a eu des débats comme ça, et on a arrêté. Il y a un moment où on a dit on arrête de sortir des partitions, il y a le support sonore, les gens ils ont des oreilles. On met par contre ce qui était... c'était pas nouveau, ça avait déjà été fait antérieurement, mais enfin il n'y en avait pas beaucoup, la décision de mettre systématiquement les paroles avec les enregistrements. Ça a été important également, quoi. Après, il y a aussi d'autres expériences en dehors de Dastum, je pense. Hein. Je ne sais pas si... en prenant les parcours des uns et des autres, est-ce que cette question de la transmission et de la conservation, elle s'est posée de la même manière de ceux qui ont commencé aussi avant la structuration de Dastum? Moi, j'ai deux exemples différents. Moi, dès la première collecte que j'ai fait, j'étais conscient que ça devait être patrimonialisé, puisqu'il n'y avait personne qui faisait rien, tout le monde nous disait qu'il n'y avait rien. Donc dès le départ, je me suis dit, là, avec en référence ce qu'avaient fait Catherine et d'autres à Paris, et pas en référence. Donc on a monté une association qui s'appelait Vie et Tradition en Normandie. Et le premier disque de collectage, les deux premiers disques, l'un a été fait par Laura Touvet au Soleri, et l'autre c'est Discan, en fait, c'est donc une boîte bretonne qui nous a permis de faire le disque, parce qu'en Normandie, on avait eu une proposition à l'époque où ils prenaient en charge tous les finances, tout, etc., par l'extrême droite normande qui voulait mettre drapeau viking, tout. Et heureusement, on savait qui c'était. Comme on savait qui c'était, on a refusé. Tant mieux pour nous, parce que sinon, on se serait retrouvé par naïveté engagé dans un truc qui n'était pas ce qui était prévu. Et en Bretagne, la culture maritime en 81 n'intéressait pas la plus grande partie des collecteurs de Dastum qui étaient soit de ville, soit de milieu rural. Donc, c'était pas une question qui s'était vraiment posée. Il y a toujours des collecteurs qui ont pu faire des choses comme Jean Mahé, par exemple, à Pouer, mais enfin, c'était pas vraiment le point de départ. Donc, moi, j'ai été amené à parler non pas magnétothèque ou autre, mais diffusion à travers mes camarades du Chasse-Marée. Et dans les disques collectifs, même si c'était réinterprété, le collectage n'était jamais très loin. Et pour la musique instrumentale, dès le début, moi j'ai été voir Dastum sur la collection, pour faire une collection de collectages instrumentaux. À l'époque, c'était La Vielle. Mais comme il s'est trouvé d'une part que Dastum, c'était pas le moment, et que d'autre part, mes copains Chasse-Marée m'ont dit, bah, tu fais une collection que si tu t'engages à ce qu'il y ait plusieurs volumes. Je ne savais absolument pas ce que pouvait être le volume 2, ni 3, ni 4, mais on répond oui, évidemment. Donc une fois qu'on a mis la main dans un système, on s'est retrouvé à créer non pas une logique de magnétothèque, mais une logique de diffusion organisée de collectes thématiques qui étaient complémentaires, en fait. Et du coup, on n'est passé ni par la Ephraim d'été, parce que c'était un autre monde, ni par Dastum, même si on avait plein de liens, plein d'allers-retours, il y a même eu des choses en commun. Mais ça faisait une troisième dynamique, et puis on pourrait rajouter Redon pour en faire une quatrième. Enfin, il y a plein de dynamiques qui s'additionnent en Bretagne et qu'ailleurs, ils ne s'additionnent pas. Je
sais pas si ça suscite d'autres commentaires ou alors le temps passe. On a encore quelques minutes aussi si vous voulez aborder des points qui paraissent importants. Tu voulais intervenir? On a été les premiers, je pense, y compris à l'intérieur de la FAMDT, c'est le souci de catalogage, quoi. Et ça, alors c'est beaucoup à une rencontre avec Robert qu'on doit ça. Parce que c'est lui qui nous a parlé le premier de Conrad Laforte, etc. Moi, ça m'a donné envie de... Alors, je ne sais plus la date, j'avais 35 ou 36 ans à l'époque, d'aller voir à l'Université Laval à Québec comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'ils faisaient. Alors, on connaissait déjà, on avait déjà entendu parler de School of Scottish Studies pour l'Écosse. Mais il y a eu toute cette démarche-là aussi qui a été quelque chose où on était à peu près les seuls en France à le faire, à ma connaissance. Est-ce que tu... Non, pour vider les diffusions, la Tastum Quimper a fait deux cassettes aussi. Cassettes sur le Cap en général. Et avec Tété Marie, qui était la principale chanteuse du Cap. Donc les livrets et cassettes. Il nous reste quelques minutes après Charles qui souhaite intervenir. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez entendu hier avec Vincent, je suppose. Mais la démarche de collectage, enfin, en tout cas pour moi, c'était toujours une partie d'une démarche plus globale. Voilà, donc c'était apprendre à chanter, c'était aussi d'emblée les transmettre, mais transmettre pas forcément au début en tant que animateur, moniteur, maître, je sais pas quoi, mais déjà la mise à disposition, parce que moi j'arrive une génération, en tout cas dans la démarche après, à la STUM c'était une évidence, toutes ces choses-là, et organisateur aussi. Trouver des nouveaux lieux d'expression, enfin, parce que du coup l'emblématique veillée n'existant plus, on a créé des artificiels comme à Beauvel, et là il y a eu une époque où tant qu'il y a eu des gens pour porter ça, ça a eu un succès incroyable, comme je dirais. Comment ? Les gens restaient dehors. Oui, les gens restaient dehors. Et il y avait une régularité, il y avait deux maîtres patrons et patronnes, maîtres de l'accueil. Et franchement, ça a fait des petits un peu partout. Comme les ateliers de chant qu'on a lancés en Pays Gallo, alors qu'il n'y avait rien. Entre guillemets, justement, si je m'étais mis à collecter, c'est pour répondre à ce rien, à la difficulté d'avoir du répertoire. Après, la première des choses, ça a été de le retransmettre en créant des ateliers de chant. Je crois que, peu importe, mais celui qui est ouvert au groupement, je ne sais plus quelle année, mais c'était le premier. Et puis après, il y en a eu partout dans le Pays Gallo. Là, je connais mieux, je m'excuse pour le Pays Gallo que le Pays Breton. Mais voilà, tout ça, ça fait effectivement partie de la même chose. Et puis, organiser des fêtes, je crois qu'ici, il y a des organisateurs autour de la table. Enfin, tout le monde a fait ça. Où on met en valeur et des groupes et des démarches artistiques qui sont intimement liées à la valorisation aussi de ce patrimoine, si on parle comme ça, enfin de ce fonds-là existant, quoi. Il y a eu une prise en main à différents niveaux, celui de l'enseignement, des stages qui ont commencé à être créés. Plestin les Greffes, c'est un des premiers que j'ai fait avec Marcel Guillou. Le chant ne s'enseignait pas, ça se volait. Et il y a eu toute une construction. On a commencé à voir aussi des chanteurs a cappella se présenter sur des scènes nationales, sur des grandes scènes, ce qui n'est pas quand même quelque chose de très courant, sur un répertoire chanté en breton ou en français, mais qui est un répertoire sur la longueur et pas très... Donc je pense que tout ce travail sur la richesse de ce qu'aujourd'hui la région appelle la matière bretonne, mais c'est pas, si on le dit avec le sourire, c'est pas si faux que ça, a vraiment pris au sein du public, de la population, et l'intérêt du travail qui a été mené par le collectage à essaimer à tous les niveaux, artistiques, culturels, de la transmission. Je pense que c'est vraiment... voilà, on peut être assez content du travail qu'on a commencé à faire parce que ça a pris, quoi. Voilà. Oui, je pense aussi que pas seulement donc ce collectage, mais aussi les écoles bilingues, le théâtre en breton, etc., ça a donné dans la population bretonnante en particulier un regard très différent vis-à-vis de la langue bretonne.
Ce qui fait que les collecteurs qui arrivent aujourd'hui, on entend moins cette réflexion, pareil, qu'est-ce que tu vas faire de ton breton? Beaucoup moins, et les gens au contraire sont assez fiers de nous dire on a un petit-fils qui est en bilingue, on a notre fils qui a passé le breton au bac, etc. Donc là il y a eu vraiment et aussi grâce donc au collectage, etc. Et tout ça, ça a contribué à faire avancer les choses de manière très significative. Avec la double dynamique d'Astum, de collecte et mise à disposition, et puis de tous les nouveaux lieux où on peut partager une chanson sans intermédiaire d'appareil, donc sans sono et tout, il y a eu plein d'inventions. Le mouvement de collecte, il ne s'est pas arrêté. On peut voir par où il a commencé, on en a parlé autour de la table, mais il ne s'arrête pas aujourd'hui, il évolue, il y a des nouvelles générations, il y a des endroits en plus, il y a des endroits en moins, mais moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention, il n'y a pas de date de fin. Il peut y avoir des régions où il y a eu une période et puis un trou. Ici, il n'y a pas de date de fin dans l'évolution. Il y a une continuité puis une évolution. Et ça serait intéressant un jour de faire la même réunion qu'avec des gens qui ont commencé à enquêter en 2000 pour voir quelles sont leurs motivations, comment ils voient les choses et tout. Parce que ça nous ferait comprendre ce qu'on est en train de dire autrement. Même pour nous, ça nous apprendrait des choses sur ce que nous on fait. Enfin, il n'y a pas de date de fin, mais je le constate pour la Basse-Bretagne, il y a un ralentissement énorme dans la collecte qu'on peut faire, que ce soit au niveau des musiques instrumentales, où malheureusement les musiciens ont disparu, ou exactement de la même manière pour les chanteurs, qui bien souvent sont incapables d'aller au-delà du 3e couplet parce que la mémoire leur fait défaut. Non, mais il y a des chanteurs quand même qui connaissent leur répertoire, qui sont en pleine forme, et qui, même si toi tu considères qu'ils ne sont pas issus de la tradition, ils le sont bon an, mal an. Et ils ont de quoi donner de la matière et de mettre de la chair sur les os de tous les collectages possibles et imaginables. C'est ce que je disais à Daniel. Le problème, il n'est pas comme ça. Il y a des jeunes chanteurs qui sont superbes. Donc, c'est pas ça la question. La question, elle est plus sociétale. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas musicien, sonneur de biniou bombarde, il y avait des spécialistes. Tout le monde était peu ou prou chanteur. Bon chanteur, moins bon chanteur, mais tout le monde chantait. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Et en fait, ça dépend, c'est à nous d'inventer. Il y a eu le fest-noz qui a été inventé et qui a été un relais déterminant. Aujourd'hui, on ne serait pas là en train de parler s'il n'y avait pas eu le fest-noz qui avait été relancé dans les années 50. Le fest-noz est revenu tout seul. Non, pas tout seul. Le fest-noz est revenu tout seul pendant la guerre. Parce qu'il y avait pendant la guerre, interdiction de se rassembler. Ouais, pendant la guerre, d'accord. Mais moi, je parle du passage du fest-noz rural au fest-noz urbain, quoi. Hein. Les années 57, quoi. Hein, ça, voilà. Et donc ça a été déterminant parce que ça a donné des occasions d'expression, des occasions de pratique. Et sur le chant à écouter, même s'il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites et qui sont positives, on parlait de Beauvel, on parlait des repas chantés, on peut parler des randonnées, voilà, etc. Donc tout ça c'est vachement bien, mais c'est justement, c'est ça qu'il faut, c'est à nous de multiplier ces occasions de chanter pour que ça ne devienne, que la chanson ne devienne pas une affaire de spécialistes comme la musique instrumentale, mais une affaire sociétale. Oui, donc j'avais peur de ne pas être d'accord avec toi aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais non, mais pendant quelques secondes, mais je considère qu'il y a plus de gens qui s'intéressaient au chant aujourd'hui que lorsque j'ai commencé, par exemple, moi à chanter. Il y a en quantité de jeunes chanteurs, il y a plus de monde, y compris des chansons à écouter. Je suis étonné je suis étonné parce que je ne m'y attendais pas. Kerjan me disait il y aura des gens qui sauront plus chanter, etc. Eh ben, c'est pas tant que ça le cas. Pour rester dans la stricte collecte, il y a des gens aujourd'hui qui gagnent la bonne et qui méritent de la gagner et qui nous transmettent du répertoire intéressant dans des versions, etc.
Ils ont 80 ans, ça veut dire qu'il y a 40 ans, quand on commençait à faire, ou 30, quand on faisait des collectes, ils étaient trop jeunes pour qu'on aille les voir. Donc, un, on les a loupés à un autre âge. Deux, on peut encore trouver du monde aujourd'hui. En tout cas, en français, je reste sur cette dimension-là. Pour les instruments, c'est peut-être différent, mais je vois qu'on peut... L'intérêt pour le conte est en train de remonter, il y a plein de jeunes qui font, et on trouve des conteurs aujourd'hui, parce qu'on fait plus attention, et il y a quand même quelques beaux enregistrements, moi j'ai entendu des choses magnifiques, il y a quelques mois, en Vendée, on trouve encore aujourd'hui des choses. Donc ça rend extrêmement prudent sur à quel moment c'est fini, puisqu'il y a 40 ans, on nous disait, en commençant les collectes, qu'il n'y avait plus rien à trouver, et nous on répondait non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est pour ça que ça rend il y a des endroits où on peut effectivement prouver que c'est compliqué pour la musique instrumentale. Pour le chant, pour les contes, pour des traditions orales, je suis beaucoup plus prudent, et on peut prouver qu'il y a encore, si on faisait si on prenait comme référence qu'est-ce qui a été collecté d'intéressant depuis 2000, il y aurait pas qu'un truc, hein. Et puis et des trucs qui valent la peine. Donc il faut vraiment qu'on soit très prudent dans notre approche du temps, même si on sait qu'on a perdu. Alors Hugo souhaitait intervenir. Oui, enfin, assez rapidement, puisque... Il va falloir que ça soit rapidement, parce que l'heure tourne et le mot de la fin va arriver bientôt. C'est juste pour à la fois abonder et à la fois tempérer certains aspects qui viennent d'être dits sur ce qu'on fait de tout ça et comment on le retransmet. Parce que je trouve qu'évidemment, le travail de collectage est indéniablement de qualité important, enfin il y a tout ce qu'il faut. L'aspect patrimonial, ça va, le boulot il est fait ou en cours d'être fait, et on peut dire que la matière est globalement sauvée. Par contre, enfin en partie en tout cas, au niveau des répertoires de beaucoup d'airs et de chansons. Par contre, à mon sens, là où il faut rester vigilant, et ce qui n'est pas encore acquis, c'est sur les publics, parce qu'effectivement, à l'heure où on se parle, on a beaucoup de gens qui pratiquent des instruments, qui chantent, et qui pratiquent très bien, voire de mieux en mieux. Mais je pense qu'il faut se poser la question des publics, parce que, mine de rien, il y a quand même des lieux. Nous, on s'est retrouvés à faire des veillées où on avait plus de participants que de publics. Et que moi, quand j'assistais à ma première Boc d'Or en 2000, donc pas en 75, mais en 2000, ma première Boc d'Or, j'étais assis dans les escaliers parce qu'il n'y avait pas de place assise. Donc j'étais assis dans les escaliers. Bon, le théâtre était un petit peu plus grand qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de places libres à la finale de chant de la Boc d'Or. Donc on doit aussi avoir cette question-là, c'est que est-ce que c'est bien d'avoir plein de gens qui pratiquent, mais peut-être qu'il faut peut-être craindre un moment où on va pratiquer pour qui? Pour soi-même. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'on fait que de l'entre-soi, quoi, au bout d'un moment? On n'en est pas là, hein, mais il faut être vigilant, je trouve. Je crois qu'il va falloir organiser de nouvelles journées de réflexion, parce que là on a autant, plus de questions que de réponses. Moi je dirais l'inverse pour la truite de Ridor à Plémé. Ça va de mieux en mieux. Ah ouais, cool, tant mieux. Forcément, t'amènes tous tes copains. L'heure tournant, on va être obligé de clore ces débats, mais vraiment je trouve que ça a été très riche, toutes ces interventions cet après-midi. Et donc merci beaucoup à tous d'être venus. Je voudrais laisser le mot de la fin à Jean-Jacques Castéret qui nous a accueillis ce matin. Ah, que faire, si on peut dire. Et non, on va pas se lancer dans un grand bilan de la journée ou des 7 journées. La journée aujourd'hui a été particulièrement riche. J'étais voilà, très touché des témoignages ce matin et très saisi par la densité de l'échange et de la fluidité cet après-midi. Il faut dire qu'on avait une modératrice. J'ai rien eu à faire. Non, mais voilà, il y avait un côté un peu billard là, c'était assez sympathique. Donc je vais simplement bon, il y a de grandes lignes évidemment qui se dégagent sur l'ensemble des journées, mais on ne va pas y revenir dessus. On va chacun rentrer dans nos pénates au plus vite. Donc voilà, merci à tous, merci encore à Charles et à BCD de nous accueillir ici aujourd'hui, et évidemment à vous pour vos témoignages qui restent dans tous les cas enthousiastes et avec les perspectives de voilà. C'était bien de conclure sur ce questionner l'avenir, mais on pourra aussi à l'occasion d'autres journées revenir dessus. Voilà, merci encore à tous et voilà. Merci.